En 2018, nous avons décidé de modifier notre conseil départemental junior. Jusque-là, nous avions des jeunes élus par collège qui menaient les actions tout au long de l'année. Là, nous nous sommes dit, essayons de leur faire prendre conscience de la citoyenneté. C'est une politique qu'on met en place au niveau du département du Loiret pour effectivement que nos jeunes soient dans les meilleures conditions. On souhaite que chaque année, le département organise quelque chose pour pouvoir mettre les enfants dans des situations où le passé est important, mais il y a aussi l'avenir. Et donc tous les thèmes que l'on pourra développer dans ce parcours citoyen seront étudiés et proposés donc aux 57 collèges du département. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous emmenons donc nos jeunes dans le Loiret, mais aussi dans la Meuse, faire un véritable travail sur l'histoire, c'est vivre l'histoire, parce qu'ils vont traverser des moments d'émotion dans le cadre de ce parcours. Et c'est ce qui est important, c'est qu'ils puissent, au travers de l'histoire, comprendre aussi dans la société dans laquelle ils vivent. Et ici, vous avez les cars affrétés par la police qui déposent les personnes juives qui sont conduites de force à l'intérieur. Juste avant de passer à côté, j'aimerais que vous preniez bien conscience que là, on parle de l'internement de famille. Et là, notamment, vous avez une photographie d'une des salles de classe du camp de Jargeau. Donc ce bâtiment, c'est une baraque originelle. Le bâtiment, il a plus de 80 ans. Et il s'agit de la baraque numéro 4. Avec ma collègue Cyrielle, on a accueilli ces élèves donc au Cercil, au musée mémorial des enfants du Veldiv. Donc on leur a fait une visite du musée donc pour leur raconter ce qui s'est passé dans notre département, dans le Loiret, durant la Seconde Guerre mondiale, avec en particulier l'histoire des camps d'internement de Pithiviers, Beaune-Norland et Jargeau. Ils ont pu faire un atelier pédagogique sur l'histoire de la famille Korenbacher. Pour reconstituer l'histoire de cette famille, ils ont fait un travail d'historien à partir des documents d'archives, de témoignages, de photos de famille. Ils ont reconstitué cette histoire, le parcours de cette famille juive en France durant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, quand on a des sources contradictoires, eh bien on fait ce que vous venez de faire. On se pose des questions, on essaye d'avoir un esprit de déduction. Mais dans les archives que je vais vous montrer tout à l'heure, dans les personnages que vous verrez, il y en a qui étaient très jeunes, qui avaient à peine 20 ans au moment de la Première Guerre mondiale. Et puis, sur la première page, il a marqué le numéro 1. C'est le numéro matricule du soldat. On accueille aujourd'hui tout le groupe du parcours citoyen aux archives départementales. On était très contents parce que ça a permis de mettre en valeur ce qu'on avait fait au moment du centenaire, qui avait été de présenter à la fois une exposition, mais aussi présenter des documents d'archives qui étaient déjà connus des chercheurs, qui sont les registres matricules, qui donnent plein d'informations sur un soldat, sur ce qu'il a fait, sur sa famille aussi, et de montrer aussi des archives privées qui avaient été collectées au moment de 2013 en prévision du centenaire et qui permettent de rendre vivante toute cette période de la Première Guerre mondiale parce qu'on a vraiment les écrits, les correspondances qui sont faites entre une famille et un soldat. Et les jeunes étaient contents de découvrir par exemple Veuve Bourgex, un jeune qui était parti pour être serrurier, qui a découvert l'aviation, qui est devenu mécanicien aviateur et puis qui a fait une carrière superbe dans l'armée. Et puis pour terminer, on leur a donné la possibilité de s'inscrire comme soldat à partir d'un facsimilé de fiche matricule et surtout, le plus important pour certains, d'écrire avec une plume à l'ancienne leur nom comme on l'écrivait sur les fiches de cette époque. On avait des Arméniens, on avait des Russes, bref, on avait plein de nationalités. Tous ces gens-là, ils n'avaient pas les mêmes idées politiques. Ils n'avaient pas forcément la même religion, ils n'étaient pas d'accord sur tout. Et malgré tout, ils étaient d'accord sur une chose, qu'il fallait se battre ensemble pour pouvoir battre les nazis, pour pouvoir libérer la France. Les Allemands vont encore leur poser des questions. Êtes-vous des bûcherons ou êtes-vous de vrais résistants? Parmi ces hommes, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean Gouat. Jean Gouat, il habitait une des maisons qui était là-bas. Et ce matin-là, il est sorti de sa maison, il y a sa fille Monique, elle avait 10 ans. Un groupe est parti directement découvrir le carrefour de la résistance en forêt, tandis que l'autre groupe était divisé en deux. L'un était dans le musée pour découvrir la tablette numérique avec Mission Résister, tandis que l'autre faisait l'atelier faux papier. On a inversé et quand le gros groupe du carrefour de la résistance de la forêt est revenu, eh bien nous avons réenchangé tout ce petit monde-là et nous voilà, nous sommes prêts. 1h moins 20, c'est fini.
suis très heureux de vous accueillir ici dans le département de la Meuse, à Benoît-de-Vaux. Donc moi je suis conseiller départemental de Verdun. C'est l'histoire de la nation en fait, Verdun. Parce que en fait à Verdun, quasiment toute l'armée française et tous les jeunes français sont passés par Verdun. À la fin de la guerre, on dit si t'as pas fait Verdun, t'as pas fait la guerre. Les Français et les Allemands se battent en 1870. On perd justement l'Alsace et la Moselle. Puis 14-18, Première Guerre mondiale. Verdun, il y a 300 000 morts. Et Deuxième Guerre mondiale où on refait un conflit entre Français et Allemands. Mais seulement c'est à Verdun, après cette Deuxième Guerre mondiale, qu'on va se réconcilier et qu'on va servir de pilier pour la construction européenne. Il y a une génération qui avait fait la guerre qui se sont dit on va arrêter de se faire la guerre et on va construire la paix. Et ça s'appelle la construction européenne et l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui. La Bordarie a rompu ses relations diplomatiques avec la Sylnavie. La Sylnavie, elle doit être prête à combattre si besoin. La Russie, nous pensons qu'il faut aussi mettre une protection militaire. Qui vote pour l'envoi de casques bleus pour le maintien de la paix? Alors, on compte les voix? Est-ce qu'on a bien les 5 membres permanents? Canopée a organisé 2 activités, notamment pour parler de l'après-guerre et des tentatives de maintien de la paix, avec un jeu de rôle qui s'appelle Gestion de crise à l'ONU, où les jeunes prennent des rôles, représentent différents pays et essayent de comprendre les influences qui peuvent se jouer entre les uns et les autres pour arriver à maintenir à la fois la paix et à la fois des liens commerciaux équitables. Pour l'autre atelier, c'est l'exploitation d'une exposition à l'initiative de Cartooning for Peace et qui luttent eux aussi pour le maintien de la paix, la liberté de la presse. Et cette exposition balaye tous les conflits qui ont eu lieu au cours du XXe siècle, le tout agrémenté d'un grand nombre de caricatures qui font réfléchir les jeunes sur, là aussi, le maintien de la paix, la place de la femme, des enfants, des armes chimiques dans les conflits. En fait, c'était un poste de secours. Ils étaient rapatriés là en poste de secours et ils ont dû reprendre un obus sur le poste de secours. Et on a su qu'ils sont tous morts en même temps parce qu'on a retrouvé toutes les montres avec arrêtées à 11 h. Là, derrière moi, là, vous voyez, il y a une tôle là, ce qu'on appelle des tôles métro. C'est juste pour vous expliquer qu'ici, les soldats, ils s'enterraient comme des rats. C'était le seul moyen de résister au bombardement. Ici à Verdun, il n'y a jamais eu de belles tranchées comme on peut voir dans les films avec les sacs, les parapets en bois, les petites échelles et tout. C'était tellement bombardé qu'ils n'avaient pas le temps de faire des tranchées. Donc en fait, ils se servaient des trous d'obus, ils creusaient entre les trous d'obus pour faire des semblants de tranchées. Et surtout, ils s'enterraient. Ils creusaient, mais parfois jusqu'à 10 ou 15 mètres de profond. Et ils vivaient au fond. Le malheureux vient vers nous en courant. Il est tout couvert de débris humains. Il dégage une odeur insupportable. Nous lui crions d'aller au poste de secours. Il a apparu une nouvelle maladie qui n'existait pas avant. C'est ce qu'on a appelé l'obusite. C'est-à-dire que les soldats étaient soumis à un tel bombardement, tout le temps,
que leur système nerveux craquait complètement. Vous avez peut-être vu des images de 14 où on voit des soldats trembler comme des feuilles et des gens qui les tiennent. Les coffres, on va les relier au centre par des galeries souterraines. Quand il y a les attaques au gaz, on va les fermer. Là, les ouvertures, elles sont bouchées par les fameux sacs. Donc avec 3000 bonhommes à l'intérieur du fort, quand tout est moitié calfeutré, de quoi vont manquer les Allemands? D'oxygène. C'était une très bonne semaine, riche en émotions. On a appris beaucoup de choses. On a rencontré des belles personnes aussi. C'est pas tous les jours qu'on va aller sur la trace de soldats qui ont combattu pour la France. Ah, elle était bien. Moi, j'ai bien aimé tout ce qu'on a fait à Verdun. On a visité un mémorial. On voyait tous les aspects de la guerre. On voyait le côté des médecins. On voyait le côté des femmes à l'arrière. C'est ça qui m'a plu. C'était bien, on a vu les thèmes par rapport à la guerre, par rapport à l'extermination des Juifs, donc je trouve que c'est bien. On a appris des choses, beaucoup de choses. Même le musée qu'on a fait hier, beaucoup de nous ont pleuré. Oui. Ils affichaient la réalité des images qu'on n'aurait pas vues dans des livres. On pensait pas que c'était les guerres c'était aussi meurtrier, aussi inhumain. Mais c'était très riche en apprentissage. On se rend compte qu'en fait on n'en savait rien sur la guerre. Et qu'on a de la chance d'être là où on est aujourd'hui. Ouais. Alors qu'on se plaint aujourd'hui, alors qu'on ne sait même pas pourquoi on se plaint. Et on a de belles choses, alors que là ici on vit, on a des amitiés, on a plein de choses, alors qu'il y en a, ils sont partis à la guerre, ils sont morts super jeunes, et même des enfants. Dans le fort, il y a des Français et des Allemands qui sont morts. Et d'un côté maintenant, les Français et les Allemands ils font partie de l'Union européenne. Donc ça représente bien que même qu'après la guerre, on peut bien changer. L'Allemagne et la France, ils ont combattu ensemble. Donc je trouve que c'est bien de les mettre ensemble. C'est un hommage surtout à tous les Allemands et Français qui sont allés se battre. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est forcément les Allemands qui ont été méchants, ils se sont aussi battus. Et il faut quand même leur rendre hommage et que les familles puissent venir se recueillir. Et que c'est bien qu'on fasse pas de différence entre les deux camps parce qu'on a tous les deux, c'est la guerre. Moi, les drapeaux, d'un côté il y a l'Allemagne et de l'autre côté il y a la France. Et entre les deux il y a le drapeau de l'Union européenne. Et je trouve que du coup ça met l'unité dans les pays. Nos pays sont unis et qu'on vit en paix et que ça, on doit vraiment remercier les soldats qui se sont battus, qui sont morts pour la France. Je trouve qu'il faut avoir du respect pour eux. Ils ont fait ça rien que pour nous, pour la France. Et grâce à eux maintenant, on vit en paix et moi je trouve ça incroyable. Et vraiment, c'est les personnes les plus courageuses et qu'on doit le plus remercier. On a réussi à mettre la paix depuis 60 ans et puis je trouve que c'est beau. Bon, on vous laisse, on repart à Orléans. Au revoir. Au revoir.